chemin, nous accostons à Ban-San-Hé, qui signifie le village qui fabrique des jarres, car il y a longtemps, la fabrication de jarres était la principale activité de ce village. Désormais, spécialisé dans la distillerie de l'alcool de riz, le village est dénommé le village whisky et est connu pour son fameux breuvage local, dit Lao Lao, distillé par sa population. Alors ces gens, ils vivent de la pêche, ils vivent de l'agriculture, du riz et un petit peu de l'alcool de riz. Mais ça c'est leur métier de base. Après une nouvelle heure de navigation et un apéritif bien mérité, nous arrivons au Canu Lodge. Une immersion authentique au cœur de la campagne laotienne pour les voyageurs audacieux qui s'aventurera jusque-là. Surprenant, le mot n'est pas exagéré tant l'endroit est préservé et calme. Ici, pas de bungalow, mais d'immenses tentes en bambou, spécialement importées d'Afrique du Sud. Recouvertes d'un toit de chaume et installées sur les plateformes sur pilotis, les tentes sont aménagées avec des meubles traditionnels en bois et bambou. Ici, on dîne en plein air et on vous sert des spécialités laotiennes. Notre campement de Canu Lodge est situé le village Canu de Wai-Ol-Hei, qui est intéressant de visiter. Ils étaient parfois appelés péjorativement Ka, ce qui signifie esclaves parce qu'ils ont servi de main-d'œuvre aux populations d'immigrés thaïs, il y a plusieurs siècles et plus récemment sous la monarchie Lao. Leurs échanges reposent sur le troc. Ils ont un niveau de vie très bas. Ils pratiquent généralement la culture sur brûlis, vivent du riz des collines, du café, du tabac, du coton et cultivent de plus en plus leurs légumes et leurs fruits. Leurs villages sont installés près des cours d'eau, leurs maisons de bois et bambou sont sur pilotis ou posées à même le sol, avec des toits en paille soutenus par des poutres croisées. Ceci évolue et dans le village de Yohei que vous voyez, les constructions en partant commencent. Ils n'ont ni l'eau courante ni l'électricité. Se lavent soit dans l'eau du Mekong, soit à celle qui descend de la montagne. Cette demi-journée et cette nuit en pleine nature était une expérience inoubliable. Bonjour à tous. Voilà. Alors maintenant on continue aussi à descendre le Mekong vers Luang Prabang. Pendant la matinée, on va s'arrêter dans des villages. Le premier c'est le village de Mong. Nous en profitons pour visiter le village de Kuwike, appelé le Fricas Village, qui se caractérise par une grande pauvreté. Quelques kilomètres de navigation et nous arrivons pour un déjeuner situé dans un très bel hôtel au bord du Mekong.
Après le déjeuner, nous nous dirigeons vers le village des potiers. Le village de Banshan compte près de 300 habitants et s'est spécialisé dans la production de poteries, de briques et de tuiles en terre cuite. Ce matin, réveil matinal pour se rendre à la quête des moines. Chaque jour, au lever du soleil, le même rituel se répète. Dans un silence religieux, les habitants bouddhistes viennent se poster devant leur maison, les pieds nus, la tête découverte, et attendent l'arrivée des bonzes. Le riz qu'ils s'apprêtent à donner est sans doute encore chaud. Le défilé des robes oranges colore la ville par intermittence entre 6 et 7 heures du matin. Les moines sortent par groupes de 10, 15 ou 20 de leurs temples respectifs et parcourent silencieusement les rues de la ville, leur bol d'aumône à l'épaule. Devant chaque demeure, ils présentent leur panier pour recevoir les offrandes de nourriture, du riz, mais aussi gâteaux, fruits et confiseries pour leur journée. Il faut savoir que les moines ne vivent que de l'aumône, ils n'ont pas le droit de gagner ni de dépenser de l'argent. Ils dépendent donc complètement des autres pour leurs besoins matériels, nourriture, transport, etc. Les croyants sont très nombreux, les paniers se remplissent donc très vite, presque trop vite. Cette quête matinale est tellement belle, tellement impressionnante qu'elle est devenue une vraie attraction touristique. Après un retour à l'hôtel pour un petit déjeuner bien mérité, les femmes décident de se diriger vers le marché Fosy. Le marché et ses milliers de mètres carrés est sans conteste le plus grand marché de Louan-Frabran. Aux 3/4 couverts, il accueille tous les jours, de 7h à 17h, plusieurs centaines de vendeurs de toutes sortes, proposant une très vaste gamme de produits. On trouvera aussi bien des maraîchers que des petites boutiques de vêtements, toujours d'un goût très chinois. Des marchands de produits de santé, de matériel scolaire, de la quincaillerie, etc. Ici, on parle chinois, on marchande à la chinoise, on écrit et on compte chinois. Les odeurs qui règnent dans ce marché sont terriblement variées. Le peu de vent qui circule dans ces lieux rend l'atmosphère assez pesante et malgré tout, c'est un bon endroit pour prendre la température de la place la plus active de Louan-Frabran et de sa Provence. Après la visite du marché Fosy, nous nous dirigeons vers l'école des bonzes
de Luang Prabang. Ici, il est interdit de photographier. Seules ces images témoignent du lieu. Juste à côté se situe le Wat Sasukaram. Il est l'un des très beaux édifices de Luang Prabang, avec ses murs rougeâtres, ses gigognes et ses dorures. On remarquera la tour du tambour et ses deux pirogues de prestige situées près du Grand Bouddha. Après ces achats, nous avons rendez-vous à une cérémonie du Bachi. Au Laos, la cérémonie du Bachi trouve ses origines dans la culte des esprits qui existait avant le bouddhisme et relevait de pratiques chamaniques. La cérémonie du Bachi d'aujourd'hui mélange les rythmes animistes et les prières bouddhistes. Elle vise à rappeler les esprits protecteurs du cœur et à les maintenir au moyen de fils de coton blanc qui sont noués autour des poignets des personnes pour lesquelles la cérémonie est organisée. Le maître de cérémonie récite la formule du rappel des âmes et invoque les esprits Je pense que le voyageur est inévitablement séduit par la sagesse de ce peuple. Ce voyage est un retour aux sources, l'occasion de savourer les bienfaits du temps présent, mais aussi les regards bienveillants, les sourires discrets et la générosité du peuple laotien. En vérité, le choc culturel réside dans les traits de caractère qui forgent l'identité du Laos, humilité, respect de l'autre et hospitalité. Et pourtant, depuis quelques années déjà, ce petit pays s'ouvre au reste du monde et subit un véritable essor économique. Cette ouverture semble toutefois empreinte de la volonté de maintenir un équilibre entre modernité et tradition et de conserver certaines valeurs essentielles à l'harmonie sociale. C'est notre vœu le plus cher pour les Laotiens et pour les futurs visiteurs.